Bonsoir. J'ai l'habitude de parler pendant 10 minutes et de raconter un peu mon parcours en quelques mots, et puis ensuite de me livrer aux questions de l'auditoire. Il se trouve que là, c'était pas possible. Vous êtes trop nombreux. Et donc, je vais commencer par vous raconter un peu ma vie, parce que ce que j'ai fait après ne s'explique pas si on ne comprend pas ce que j'ai fait avant. Je suis né il y a 86 ans et j'ai failli mourir ce jour-là. Vous verrez après, je suis un trompe-la-mort. Je suis né dans un petit hameau de Normandie et ma mère est toute seule. Mon père est parti travailler, mes sœurs et mon frère à l'école. Et elle a les premiers signes que je frappe à la porte. Elle appelle des voisines et on m'accueille. Seulement problème, je ne respire pas, je ne crie pas. Et donc, il est à peu près 8 heures du matin, 9 heures du matin. On envoie chercher mon père qui saute sur son vélo et qui va à 12 km de là chercher le médecin. Pendant ce temps-là, je commence à bleuir, puisque la seule respiration, la seule air que je reçois, c'est le cordon ombilical qu'on n'a pas coupé. Et puis, le médecin d'urgence attelle sa carriole, sort le cheval de l'écurie, et udada, ils viennent à l'endroit où je suis. Et en arrivant, il voit dans quel état je suis, et je suis vraiment quasiment bleu. Et il demande un seau d'eau tiède, et puis il envoie chercher un seau au puits. Et donc, on est le 11 janvier, il ne fait pas très chaud, vous vous en rendez compte aujourd'hui. Et donc, on ramène un seau d'eau glacée. Il me prend par les pieds, il me met dans le premier seau. Là, je risque pas de boire la tasse, puisque je respire pas. Et il me met dans le deuxième. Et alors là, je peux vous dire que je hurle. Et d'ailleurs, je n'ai pas me posé la question du pourquoi j'ai horreur de l'eau froide. Parce que ça s'est arrangé comme ça. Alors, ensuite, on est en janvier 38 et la guerre éclate. Et donc, les premiers souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de la guerre. Et il se trouve que je suis en Normandie et mes parents sont en Normandie, dans un endroit où le front américain avance, puis recule, puis avance, et il y a des morts partout. Mes premiers souvenirs, c'est un homme mort à côté de chez mon grand-père, un homme qui a été tué, et il y en a un autre encore plus affreux qui a été tué au lance-flammes. Et donc, c'est un cadavre noir. Et dans les jours qui viennent, on va à l'école en évitant les cadavres qui commencent à sentir mauvais, quoi, hein. Donc, une bonne partie de ma famille est dans la résistance. J'ai un oncle, Arsène, qui est chef de tout le bocage normand, ce qui est quand même une région aussi grande un quart de la totalité de la Normandie, même sans doute une moitié.
J'ai un oncle qui est fusillé par les Allemands. Et voilà, on est très touché par la guerre. Mais finalement, les choses rentrent doucement dans l'ordre. Les enfants retournent à l'école. Je suis plutôt bon élève. Et un jour, donc, le directeur de l'école vient voir mes parents et dit « Il faut envoyer Bernard au collège ». Et là, épouvantés, mes parents disent « Mais c'est pas notre monde ». Et il dit « Si, il faut l'envoyer parce que vous obtiendrez une bourse si vous n'avez pas les moyens. » Et mes parents m'envoient à l'école et je prépare l'entrée au collège. 6 mois après, 6 semaines avant l'examen, je fais une péritonite. Alors, le péritonite, je ne sais pas si vous le savez, c'est un petit vaisseau donc, qui se situe, qui est mal foutu et qui se bouche et qui s'infecte. Et ça provoque une infection terrible qui provoque donc, qui explose et qui vous remplit le ventre de pus. Et le médecin dit à mon père, vous l'envoyez immédiatement à l'hôpital. Il n'y a pas de taxi à l'époque. Personne n'a de voiture. Et mon père, travaillant dans un chantier où on prépare des pierres tombales, j'arrive à l'hôpital dans un camion avec une pierre tombale derrière, qu'on allait livrer. Et je tombe dans le coma. Pendant 5 jours, je suis out. Et puis, j'émerge. Et 2 jours après, une charmante voisine de mes parents vient nous voir. Alors, je vous rappelle, la péritonite, c'est parce que j'avalais les cerises, les merises, les petites cerises, tout entières avec le noyau, quoi, hein. Donc, c'est ce qui a provoqué la péritonite. Et une voisine donc vient très gentiment, vient pour me voir. L'infirmière n'est pas là. Et en partant, elle me dit « Bon, j'espère que tu vas mieux ». Et elle dépose un petit paquet sur la table de nuit. J'ouvre, ce sont des cerises. Et on est 2 gamins. Alors, c'est des salles communes, hein, parce que je suis plutôt tranquille, parce que pendant mon coma, je puais tellement qu'on l'a vidé, on a poussé les autres lits plus loin. Les autres malades plus loin. Et puis donc j'appelle un autre garçon et on liquide le paquet de cerises. Et je repars pour un tour, 2 jours de coma. Mais finalement, j'émerge et je repars. Et au lieu de passer l'examen d'entrée en 6e en juin, je le passe en septembre et je vais dans la grande école et où je découvre la lutte des classes, en quelque sorte. C'est-à-dire que mes parents sont très pauvres, nous sommes 7 enfants, mon père gagne le SMIC, et donc ma mère m'habille avec les bleus de mon père qu'elle retourne, pour que ça ne se voit pas, qui sont usés. Et donc
je passe et je suis littéralement mis sur le côté par les fils de bourgeois. À l'époque, il n'y a que les fils de bourgeois qui vont au collège. Et c'est une période difficile pour moi. Malgré tout, bon an, mal an, je vais jusqu'en 3e et je passe le BPC, l'examen avant le bac. Mais je n'accepte pas de continuer comme ça, d'être donc dans l'époque où les jeunes découvrent les tourne-disques et ils organisent des surprises parties. Je ne suis jamais invité. Il y a eu cette espèce de classe qui existe à l'insu d'ailleurs de tout le monde et des jeunes, mais on n'est pas du même monde. Et mes parents avaient raison, on n'est pas du même monde. Et donc je décide de travailler. Et le premier boulot que je trouve, c'est, puisque Vire, je suis né à Vire, enfin j'ai grandi à Vire, et Vire est une ville qui a été rasée par les Alliés au moment de la libération. Il y a eu 2 villes qui ont été rasées, il ne restait rien. Les images qu'on voit aujourd'hui à la télévision de la guerre entre les gens, que ce soit dans l'une ou l'autre guerre qui ont lieu en ce moment, c'est pire. C'est-à-dire qu'il ne reste pas un mur de Vire. Et donc, on a reconstruit des chantiers, des baraquements pour loger les gens, et il faut faire des adductions d'eau. Et donc, je travaille je creuse des endroits pour faire passer l'eau. Et je dois dire que je suis là humilié, parce que mes copains du collège viennent et me regardent d'en haut. Moi, je suis dans le fond, en train de piocher et de pelleter. Et ils disent Olivier, dis donc, tu vas te faire des muscles, hein, c'est super. Et donc, j'en ai marre d'être dans ce milieu-là qui me connaît, qui m'a catalogué. Et je décide... Alors, mon père m'a trouvé un boulot comme inséminateur artificiel. C'est un paysan, hein. Inséminateur artificiel pour aller donc aider des taureaux à monter des vaches. Et ça ne m'excite pas beaucoup. Moi qui lis beaucoup, mon père ne me comprend pas tout ce temps que je perds à lire. Et il me dit, mais t'es un feignant. Et je suis passionné de lecture. Et je décide donc de partir. Un voyageur de commerce se passe pour vendre du vin à mes parents. Et je lui dis, mais c'est bien le métier que vous faites. Il me dit, oui, je voyage pas mal, et puis il se vante un peu. Et je lui dis, vous embauchez pas ? Si tu veux. Eh ben, allez, viens. Et le soir même, je pars avec lui à Caen, qui est la grande ville pas loin. Et je commence à travailler comme vendeur de vin au porte-à-porte. Alors, j'aime vous dire que c'est quelque chose. Hein. On travaille généralement à 2, un de chaque côté de la rue, et au bout du chemin, on a le moral tellement à bas qu'on boit un petit coup pour l'autre. Hein. Moi, je ne bois pas de vin, je ne bois pas une goutte de vin à l'époque. Mais je vends du vin et j'en vis tellement mal que très vite, je tombe malade de la tuberculose.
La tuberculose, à l'époque, c'est le cancer de l'époque. La tuberculose ravage les familles pauvres qui n'ont pas un bon équilibre alimentaire ou un bon équilibre d'hygiène. Et je fais 1 an d'hôpital. Heureusement, je suis prêt à temps, et le médecin qui m'envoie s'appelle Abraham Drucker, et c'est le père de Michel Drucker qui s'est rendu ensuite célèbre, mais c'est notre médecin de famille. Et il me dit, bon, bah écoute, tu viens de faire 1 an d'hôpital, tu veux sortir, t'en as marre, je comprends ça, mais il faut que pendant 2 ou 3 ou 10 ans, tu ne fasses aucun excès. Tu ne vas pas trop au soleil, tu ne fais pas d'efforts physiques, tu te couches tôt, etc. Et je sors de chez le docteur Drucker en me disant, 18 ans, je suis cuit, quoi. C'est la fin de ma vie. Et donc, je reviens le voir 3 mois après, en lui disant, je me suis inscrit pour passer le professorat d'éducation physique. Ça passe ou ça casse? Elle me dit, bon, bah écoute, viens me voir tous les 6 mois et puis on fera un check. Et tous les 6 mois, je vais voir le docteur qui me fait un check-up et qui me dit, jusque maintenant, ça passe, ça passe, ça passe. Et ensuite, donc, j'entre dans une période un peu folle où je vais d'un petit boulot à un autre petit boulot. Je suis donc à la fois moniteur d'éducation physique au grand lycée de Caen, où je m'emmerde tellement qu'au bout d'un trimestre, je m'en vais. Et j'ai envie que ça bouge. Et puis, et je fais des petits boulots, je me balade d'un endroit à l'autre. J'ai appris à jouer de la guitare. Je vais devant les bistrots en été et je gratte la guitare en chantant. Et je fais la manche avec ces quelques sous. Et puis, j'essaye de quand même de m'en sortir. Pendant mon séjour d'1 an à l'hôpital, j'ai appris 2 métiers. Le premier, c'est la dactylo. Le deuxième, c'est le dessin industriel, en tout cas des notions de dessin industriel. Et je suis embauché dans une usine. Ça rassure ma mère qui me voyait sur les routes et repartir. Et donc, je travaille pendant 1 an et demi, 2 ans dans une usine d'aéronautique où je fais du travail donc, de dactylo et d'animation. Et puis, je découvre un soir qu'il y a un métier formidable. C'est un article dans un journal qui dit qu'il y a une école de journalisme. Mais le journalisme, c'est totalement éloigné de mon esprit à l'époque. Mais je me dis que ce serait peut-être pas mal parce que ça me correspondrait assez d'aller à droite, à gauche, d'avoir un travail. Et je décide dans la foulée, car dans cet article, on parle du centre de formation des journalistes, à qui on demande simplement, on ne demande pas de diplôme aux jeunes qui se présentent. Le centre de formation des journalistes a été créé pendant la guerre, à la fin de la guerre, pour récupérer des étudiants qui n'ont pas pu faire d'études et pour que ceux qui avaient collaboré soient envoyés en prison.
Donc il y a de la place dans les journaux. Et il se crée plein de journaux à la Libération. Et donc je me dis, je vais faire du journalisme. Mes parents me disent, mais t'es complètement malade, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, c'est pas un métier pour nous. Eh bien, je vais quand même essayer. Et donc, je me mets en devoir de préparer les diplômes qui est nécessaire pour entrer, pas le diplôme, mais l'examen qui est nécessaire pour entrer à l'école de journalisme à Paris. J'ai besoin d'avoir une culture plus grande, donc je prends des cours. Deuxièmement, j'ai besoin de bien savoir, pour moi ça me paraît essentiel, une langue étrangère, et notamment l'anglais. J'habite dans la Manche, je vais un jour à Cherbourg, où il y a des vols très très courts entre Cherbourg et Southampton, et j'arrive à Londres sans visa, avec 100 balles dans la poche. Et puis, j'ai de la chance à nouveau. Je trouve un petit boulot pour faire le ménage dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un McDo. Et puis, je deviens garçon de restaurant. Et puis, je vais ramasser des fraises dans le Devon. Je suis tombé amoureux d'une petite Anglaise et on se pète des petits boulots comme ça, à droite et à gauche. Et puis, un jour, il y a un contrôle. On s'aperçoit que j'ai ni visa, ni passeport. Et donc, je suis viré. Et je rentre en France, mais j'ai quand même passé 10 mois, 11 mois en Angleterre. J'ai adoré ça. J'ai adoré l'esprit des Anglais et les Anglaises. Et donc, j'ai fait une partie du projet. Et je me dis maintenant, une langue, ça ne suffit pas, il faut en avoir deux. Donc je travaille pendant la saison à Saint-Malo comme garçon de restaurant. Et ensuite, je pars en Espagne parce qu'à l'époque, c'est encore Franco qui est à la tête et, du pays. Mais la différence d'échange est formidable. Et avec l'argent que j'ai gagné en 3 mois de saison, je reste 6 mois dans une pension de famille à Madrid. Et j'apprends des notions d'espagnol et je prépare activement le diplôme d'entrée au centre de formation des journalistes. En septembre, je reviens à Paris et je passe en quelques jours l'examen d'entrée au centre de formation des journalistes et le baccalauréat au titre de... À l'époque, c'est le baccalauréat des adultes, mais à l'époque, ça s'appelait le baccalauréat au titre de la promotion sociale. Et coup de bol, je réussis les deux. Et donc, dans la foulée, je rentre au centre de formation des journalistes où je continue à gagner un petit peu d'argent faisant des petits boulots à droite à gauche. Je coupe des dépêches dans une radio, ça me permet d'être au courant, donc à Europe 1. Ensuite, je fais des petits reportages, etc. Et donc, je commence bien, puisque donc, quand j'ai le diplôme du CFJ, on me propose comme... de travailler dans un journal qui s'appelle L'Aurore. Et je m'intéresse beaucoup à l'économie et je me suis rendu compte que c'est l'économie qui est la plus importante. Mais je suis depuis 15 jours dans le journal quand le rédacteur en chef me convoque et me dit
le responsable des couloirs de l'Assemblée nationale, donc le journaliste de reportage politique, nous quitte sans prévenir. Vous allez le remplacer pendant une semaine ou deux, le temps qu'on trouve quelqu'un. J'ai mis 35 ans à sortir de la politique. C'est-à-dire qu'au bout on me trouve évidemment, et puis on trouve que finalement je me débrouille bien, c'est pas la peine de chercher quelqu'un d'autre. Deuxièmement, j'en ai marre, je quitte le journal et je rentre dans une agence de presse, qui s'appelle l'agence centrale de presse, mais on me prend comme journaliste politique. Parce que je commence à avoir un carnet d'adresses. Et donc j'en ai marre, et je quitte l'ACP, et on m'embauche à Paris Match comme journaliste politique. Et puis je quitte Paris Match, et on m'embauche à la télé comme journaliste économique. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de journaliste politique, et que donc on s'aperçoit que je peux tout à fait faire l'affaire, et donc je travaille comme journaliste politique pendant 2 ans et demi à la télé. C'est une technique qui me passionne, parce que le journalisme, généralement, c'est d'abord de l'écriture, de l'écoute, de la transmission. Mais à la télé, ça devient beaucoup plus technique, c'est plus compliqué. Et puis on peut dire des choses, mais il faut en même temps montrer des images. Et donc je me passionne pour ça. Mais je ne me passionne pas longtemps parce que Pierre Desgropes, le patron de la télévision à l'époque, sur la première chaîne, hein, la deuxième chaîne se crée à ce moment-là. Le président Pompidou trouve que les journalistes de Pierre Desgropes ne parlent que des trains qui arrivent en retard. Et il veut des journalistes avec des trains qui arrivent à l'heure. Et donc, on déménage les journalistes de la première chaîne sur la deuxième, qui n'a pratiquement pas d'audience, et ceux de la deuxième qui sont dans la ligne viennent sur la première. Je démissionne évidemment. Et à l'époque, il n'y a pas trop de problèmes pour chercher un boulot. Je vais vous donner cet exemple. J'apprends donc que le Pierre Desgropes est viré à 10 heures. À 11 heures, je reçois un coup de fil et je suis dans la foulée nommé chef du service politique de combat. Et puis ça continue, combat meurt, faute de moyens. Je rentre au Figaro. Et puis le Figaro, il y a un nouveau patron qui arrive et qui dit, moi j'avais été embauché, disons que j'ai plutôt une tendance centre-gauche. Là, le patron dit, écoutez, je veux des journalistes qui roulent, qui obéissent aux ordres, et donc moi j'obéis pas aux ordres, je m'en vais. Je travaille immédiatement dans un autre journal, s'appelle le Parisien, qui à l'époque s'appelait le Parisien Libéré. Et puis le Parisien Libéré envisage de faire une édition sur Paris, donc je suis nommé chef de ce service. Et puis l'édition ne se fait pas, et je suis licencié, et je rentre dans un journal qui vient de se créer, qui s'appelle Le Matin. Et je suis nommé chef d'une édition qui se déroule dans le Nord. Et puis les affaires du Matin ne sont pas terribles. Et donc,
j'ai 50 ans et il m'arrive, vous savez, les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, le ciel me tombe sur la tête. Le 10 décembre 88, ma femme, avec qui nous vivons depuis 25 ans, est frappée par une crise cardiaque. Elle est emmenée à l'hôpital où elle reste dans le coma. C'est le 10 décembre. Le 24 décembre, ma mère meurt. Le 11 janvier, donc comme aujourd'hui, jour de mon anniversaire, ma femme meurt. Et à la fin du mois de janvier, je suis licencié parce qu'il n'y a plus le service que je dirige dans le Nord est fermé. Moment difficile. Mais finalement, j'ai 2 fils qui viennent de passer leur bac. Je ne vais pas me coucher et pleurer. Et ce que j'ai fait jusqu'à ce moment-là me devient utile. C'est-à-dire que je peux faire tout dans le métier. Je peux faire du documentaire, je peux faire de la radio, je peux faire de la presse écrite quotidienne, je peux faire de l'hebdomadaire. Et je deviens ce qu'on appelle pigiste dans le métier. C'est-à-dire que je vais voir des rédacteurs en chef et je leur dis il y a un super sujet à faire. On me dit très bien, on me commande, on passe une commande. Et puis il faut que je recommence un autre boulot. Mais pendant 10 ans, finalement, je m'en sors. Et 10 ans après, pendant que je prépare ma retraite, quand je vois les fonctionnaires qui sont chargés de calculer me disent « mais c'est incroyable ce que vous avez pu travailler ». Et j'ai beaucoup travaillé, effectivement. Mais il s'est passé 10 ans après la mort de ma femme et je ne suis toujours pas consolé. Comme je suis un bel homme, j'ai des petites amies de temps en temps, mais ça ne remplit pas ma vie. Et donc, je décide que finalement, je vais arriver à la retraite, je n'ai aucun projet. Mes enfants sont sortis d'affaires. Je ne sers à rien ni à personne. Donc, il faut que j'y dégage. Et je décide de me suicider. Ce que je fais, et comme je suis maladroit, je me rate. Je me pends dans mon garage, mais j'ai mal fait le nœud, je reste coincé la gueule de travers comme ça, jusqu'à ce que je réussisse à me dégager. Et donc, je laisse passer 1 ou 2 mois pour me remettre. Et pendant que je me remonte, c'est pas facile de faire 2 fois ça, hein. Ou alors, il faut apprendre à faire des bons nœuds. J'entends parler de Compostelle. Et là, je vais passer, disons, à l'épisode marche. Je me dis que partir à Compostelle, ça me permettrait, pendant 4 mois, ça représente pratiquement 2000 kilomètres. Pendant 4 mois, d'être éloigné du téléphone, éloigné de mes soucis, éloigné de Paris, éloigné de mon angoisse d'existence. Et donc, je pars pour... voilà, je ne suis pas doué pour la marche. En plus,
je pars avec, en mars, il fait un temps épouvantable. Les 22 premiers jours, je marche dans la flotte et sous la pluie. Mais finalement, je découvre que la marche, je vous recommande, la marche est le meilleur médicament pour le moral. C'est formidable. En 3 semaines, j'ai complètement oublié mes envies de me suicider, de TS comme on dit, hein, tentative de suicide. J'ai oublié ça. Je redécouvre la nature que j'ai beaucoup fréquentée quand j'étais gamin. Je m'étonne de mes capacités. Je fais des étapes de 30 km. Au bout de quelques jours, je suis rodé et je fais 30 km sans fatigue certaine. Et j'avance. Un vrai bonheur. Je passe donc, parti de Paris, je passe le Puy-en-Velay, puis je m'approche des Pyrénées. Et un soir, dans la montagne, dans le massif central, hein, je me perds. Parce que je suis monté en altitude. Et s'il y a des gens, et si je suis sûr qu'il y en a qui pratiquent la marche, lavez la main, ceux qui marchent. Oh là 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 là, je savais bien que vous n'avez que des copains ici. Donc, vous êtes guidé par des signes. Et notamment, je suis sur un chemin de randonnée qui est marqué d'un trait rouge, un trait blanc. Donc, vous êtes sur ce chemin-là, vous êtes sur le bon. Quand vous arrivez à un carrefour, il y a deux des chemins qui sont fermés et le troisième qui est voilà. Et donc, il n'y a pas de risque de se perdre. Mais un soir, il a neigé. Et je suis en moyenne montagne. Il n'y a plus d'arbres. Et dans ces cas-là, où est-ce qu'on met les signes? C'est sur les rochers ou sur des poteaux de barrière quand il y en a. Et je me retrouve au milieu d'un champ de neige, complètement paumé. Fort heureusement, j'ai beaucoup de chance dans la vie, fort heureusement, il y a un tracteur qui passe. Et je lui dis, s'il y a un endroit où je voudrais quand même dormir, je ne vais pas dormir dans la neige. J'ai dormi dans des cabanes de berger, j'ai dormi dans des conditions dingues, mais pas dans la neige, quoi. Et je ne suis pas équipé pour ça. Et il me dit, mais vous avez une auberge qui est à 500 mètres tout droit, là. Et je vais dans l'auberge, et les patrons sont en train de préparer la saison, parce que je suis parti en mars, mais on est déjà pratiquement en mai. Et me disent, bon ben ok, on n'a qu'un seul client, mais on vous prend. Et je dis, mais je ne vais pas manger dans la salle Ils ont une salle à manger qui est presque aussi grande que cette salle-là. Et donc je dis, je ne vais pas manger comme un con dans cette grande truc. Je mange avec vous à la cuisine. Et pendant qu'on dîne, le patron me dit, et où est-ce que vous allez avec votre sac sur le dos comme ça? Je vais à Compostelle. Compostelle? Mais il y a 2 Belges qui sont passés. Eh oui, il y a des Belges même. Il y a 2 Belges, de jeunes prisonniers belges qui sont passés avec leurs gardiens. Il y a 15 jours. Je dis, ça va pas, non
Si, je vous assure, ils étaient condamnés à aller à Compostelle. Et écoutez, au Moyen-Âge, on envoyait les gens pour leur pardonner leurs fautes, on les envoyait à Compostelle. Mais depuis, les Belges sont, dit-on, en retard sur la moyenne interne des Français, mais quand même pas à ce point-là. Eh ben si. Et donc le lendemain, je repars turlupiné par cette histoire. Et je fais la course aux Belges. C'est-à-dire que je multiplie les trucs, je saute les étapes, et puis un jour, je ne vois plus les Belges parce que je les ai doublés. Eux, ils dorment dehors, moi, je dors dans des gîtes, et donc je les ai ratés. Mais ça me fait quand même réfléchir. J'ai pris ma retraite quelques jours après. Et je me dis, je vois sur moi les effets de la marche, à quel point ça me donne du pep, à quel point ça me reconstruit. Et ces jeunes, c'est vraiment très intelligent de ce juge belge, puisque moi, j'arrive à la fin de ma vie en mauvais temps, en mauvaise posture, et eux arrivent au début de leur vie dans les mêmes temps. Et c'est vrai que la marche, c'est formidable pour ça. Et ça me tourne la tête, et je reviens à Paris, après ma marche, jusqu'à Compostelle, je reviens en me disant, voilà un projet de retraite. Et je décide donc de créer une association que je nomme Seuil. Je vais faire un tour en Belgique pour rencontrer les responsables, parce que je les ai retrouvés, les responsables de ces deux jeunes. C'était effectivement deux jeunes qui avaient fait beaucoup de bêtises et qui avaient eu à choisir entre la prison et la marche. Et parmi eux, parmi les gens que je rencontre dans l'association, ça s'appelle Oikoten, ça veut dire, semble-t-il, à la fois hors de chez soi et par ses propres moyens. Je rencontre un Dimitri. Tu es là, Dimitri ? Ah ben voilà, c'est un type formidable, Dimitri. Et Dimitri me donne un coup de main et travaille avec moi. Il vient plusieurs fois à Paris pour nous aider à trouver le truc. Mais j'ai créé donc l'association en mai 2000. Et je vais voir, alors je crée je rencontre des gens et on se retrouve avec 5 ou 6 personnes à partager l'idée que c'est une idée formidable, qu'on va s'occuper, on va occuper notre retraite avec ça. Et je vais voir le directeur de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui est à Rouen. Et je lui explique mon projet. Je veux prendre des jeunes, leur faire le chemin de Compostelle, mais en Espagne. Et donc, ils vont à la fois être complètement déstabilisés et en même temps, ils vont se reconstruire parce qu'ils vont se reconstruire par l'effort
par la rencontre. Il y a beaucoup de monde sur le chemin de Compostelle et de gens de toute nationalité. C'est une ouverture sur le monde formidable. Vous avez des Brésiliens, des Américains, des Japonais, le monde entier est représenté sur le chemin de Compostelle. Et le directeur m'écoute patiemment et il me dit « Monsieur Olivier, c'est quoi votre métier ?» Je suis journaliste honoraire, comme on dit, c'est-à-dire en retraite. Eh bien, c'est très bien, faites du journalisme, mais l'éducation, c'est nous. Merci, monsieur Olivier, au revoir, monsieur Olivier. C'est mal me connaître. Et donc, la bagarre avec la PJJ commence. Je mettrai 2 ans à obtenir une première marche qui se passe pas trop mal, c'est-à-dire que la PJJ m'a obligé à partir avec 2 jeunes, pour un adulte, pour un accompagnant. Et les 2 jeunes s'engueulent et il y en a un qui très vite arrête et on se retrouve donc avec un seul. Mais il fait la marche, il s'appelle Nicolas. Depuis, il est père de famille, tout va bien, etc. Mais c'était une secrète de l'art. Hein. Il était redoutable et même il refait de la prison d'ailleurs. Parce que je l'ai piqué en prison, on l'a sorti. Et en revenant de cette marche, il y a un type qui lui a cherché des noises, il l'a envoyé à l'hôpital tout de suite. Et donc, il est retourné au trou. Mais finalement, ça lui a donné l'occasion. Il y a un autre jeune qui a fait la même chose et qui m'a dit « Je ne retournerai plus jamais en prison » parce qu'il m'a fallu la marche pour me rendre compte que les mecs qui sont en prison, c'est des cons. Ils roulent les mécaniques, ils se remontent le moral entre eux, mais c'est des cons. Et donc, je fais ma première marche, puis la deuxième marche. Alors, j'ai 2 notes là, vaguement, mais je décide donc de faire une route qui soit laïque. Je suis amateur de western, je pense d'abord à faire la traversée des États-Unis, la ruée vers l'or. Mais ce que je veux, c'est des histoires. Et j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis d'une façon professionnelle. Les conversations avec les fermiers du Middle West sont plutôt courtes. Et donc, à ce moment-là, j'ai une idée géniale, la route de la soie. Voilà une vraie route qui fait 15 000 kilomètres, qui a une histoire extraordinaire. La route de la soie a contribué à créer l'Europe et qui fait que je ne vais pas faire ça parce que je m'étais dit que la ruée vers l'or, c'est une affaire de 6 mois, quoi. 2 mois de marche de 3000 km et c'est terminé. Or, je serai toujours en forme et pas question de prendre ma retraite, de retraiter, si j'ose dire. Et donc, je planifie immédiatement. D'abord, je prends je m'inscris comme chercheur à la Bibliothèque nationale. Je cherche tous les livres sur la route de la soie. J'achète toutes les cartes. Je passe des heures à plat ventre chez moi, avec un marqueur pour dire il faut que je passe là, il faut que je passe là, il faut que je passe là.
Et un an après mon retour de Compostelle, je suis prêt à partir. Je prends le train à la gare d'Austerlitz. Mes enfants sont venus m'accompagner. Le train démarre. L'aventure commence. On est à l'époque où il y a la guerre dans les Balkans. Et en Méditerranée, j'assiste au décollage des fusées et des avions qui vont bombarder les Serbes et les Croates qui se tapent dessus. Et j'arrive à Istanbul. Pour moi, à l'époque, la route de la soie, c'est Istanbul. Et je prends la route qu'a suivie Marco Polo. J'aurai l'occasion de faire la nique une fois de plus à la mort. Je marche dans le rêve, mais vraiment dans le rêve. Je rencontre des gens extraordinaires. Je découvre la religion musulmane, la générosité des musulmans. Une petite anecdote au passage. Le premier soir, je suis hébergé par un type qui me dit « mais viens à la maison et tu vas dormir » et il m'offre à dîner. Le lendemain matin, je me lève. Il n'est plus là, c'est un célibataire, un vieux. Il n'est plus là parce qu'il est parti faire sa première prière. Et moi, je n'étais pas réveillé. Et donc, je pars pour continuer mon chemin, mais avant de partir, je me dis, il faut quand même que je l'indemnise, cet homme. Et je lui glisse un billet, alors que j'ai fermé la porte, je lui glisse un billet sous la porte. J'ai rencontré plus tard des musulmans à qui j'ai raconté ça. Ils m'ont dit, tu me fais ça et je te tue. C'est insupportable. Quelqu'un qui t'offre l'hospitalité et tu lui donnes de l'argent. Et je découvre que finalement, c'est un voyage qui m'enrichit. Car je suis retraité à ce moment-là. Tous les mois, j'ai mon salaire qui tombe, ma retraite qui tombe sur mon compte en banque, au point que quand je vais rentrer, ma banquière me dit « Mais qu'est-ce que je fais de tous ces sous-là » Alors que je rencontre des gens qui me disent « Je ferais bien la même chose que vous, mais je n'ai pas le budget. » Mais il n'y a pas besoin de budget. Vous avancez, vous rencontrez des gens merveilleux qui vous font bien rigoler. À un moment, je passe près d'un paysan qui est en train de travailler la terre. Je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Je plante des graines de melon. » Et je lui dis « Ah bon, très bien. » Et il me dit « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Ben moi, je vais en Chine à pied. « Ah ben, il y a un mec qui est passé. » Comment ? J'ai de la concurrence ? Ben oui, il y a un type qui est passé. Ah bon, mais il y a longtemps, je ne sais pas. Et il s'appelait comment ? Je ne sais pas. Et j'ai une idée, je lui dis « Marco Polo ». Il me dit « C'est ça ». Eh bien, mais Marco Polo, il a fait le chemin à cheval. Et donc, je poursuis ma route. Et puis, à l'approche de la frontière, je traverse toute la Turquie. C'est quand même un gros bout de chemin, hein, c'est 2200, 2300 km. À l'approche de la frontière, je vois le mont Ararat, là où c'est l'arche de Noé s'est échouée, d'après la légende. Mais moi, je tombe évanoui au bord de la route. J'ai bu de l'eau contaminée et je tombe malade.
à 30 km de la frontière, je passe une semaine à délirer dans un hôtel. Et puis finalement, j'ai pris la précaution de prendre une assurance. Et donc, une ambulance vient me prendre et m'emmène jusqu'à Istanbul. Mais je souffre atrocement. Excusez-moi du détail, mais je n'arrive plus à pisser. Et je suis complètement coincé de ce côté-là. Et la seule infirmière que je trouve me dit « faut boire, faut boire, faut boire ». Et donc, j'arrive à Istanbul dans un état où je souhaite à chaque kilomètre de mourir pour arrêter de souffrir. J'en prends vraiment plein la gueule, quoi. Et puis, on me met dans un avion et je sors d'Orly, le grand voyageur, sans gloire, sur un brancard et pas en très très bon état. On me perd. On me libère donc de toute cette flotte que j'avais dans le ventre et qui ne voulait pas sortir. Et puis, je me rétablis très vite. Parce que la marche m'a mis dans un état de forme extraordinaire. Et donc, je peux repartir l'année suivante pour la deuxième étape. Je pars de l'endroit où je me suis évanoui l'année précédente. Il n'est pas question qu'on me prenne 1 mètre de ma route de la soie. Et je continue. Mais avant de partir, j'ai envoyé un petit mot à plusieurs éditeurs. Parce que, à force d'y réfléchir, je me dis, dans le fond, c'est quand même mon dernier grand reportage. Et je pourrais raconter ça, soit dans un feuilleton, soit dans un livre. Et je vais voir plusieurs éditeurs. Les éditeurs me disent, mais attendez, un retraité, vous voulez faire 12 000 kilomètres, non mais vous êtes malade, écoutez, laissez votre téléphone, on vous appellera. Il y en a même un qui me répond, un truc renéoté, en disant « Nous avons lu votre manuscrit », alors que j'ai envoyé une lettre, hein. « Nous avons lu votre manuscrit avec la plus grande attention. Hélas, il ne correspond pas à notre ligne éditoriale, et donc nous ne donnons pas suite. » Mais finalement, je vais voir les éditions... un éditeur qui a fait pas mal de récits de voyage, qui s'appelle les éditions Phébus, et qui me disent venez nous voir. Et donc on discute, je leur raconte ce que je veux faire. Ils me disent ah oui, ce serait pas mal. Alors, et on se met à parler des grands voyages cinglés, Tombouctou, d'autres voyages bizarres. Et puis, à la fin de l'entretien, je dis bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, laissez votre adresse, on vous écrira. Et 15 jours après, parce que dans la discussion, j'ai dit, finalement, il y aurait de la matière à 4 livres, pas 1, mais 1 par an, puisque j'ai prévu mon voyage avec 4 étapes de 3000 km à peu près. Et je reçois une lettre avec un contrat pour 4 livres et un chèque d'avance sur mon écriture. Alors là, je suis coincé, hein, je suis obligé de le faire. Et donc, la deuxième année, je repars. Et du coup, là, ma marche, contrairement à Compostelle, devient quelque chose d'intéressant, puisque j'ai fait un voyage, mais je dois raconter. Et je fais des rencontres tellement formidables.
Il y a des anecdotes tellement rigolotes que finalement, toute la matière qui est nécessaire, je la trouve sur le chemin. Je vais vous donner un exemple. À un moment, je marche dans le désert de Gobi. Il y a un camping-car qui me dépasse. Alors, j'ai publié mon premier livre. Hein. Il y a un camping qui me dépasse. Il en sort deux Français. Et l'un des deux s'approche de moi et me dit « Are you Bernard Olivier ?» Alors, « Yes, I am. » « Ah ben tu vois, c'est lui. » Et donc, ils ont lu le premier livre. Et ils vont lire le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Au total, mes livres ont un succès qui me dépasse. À l'heure qu'il est, rien qu'en France, il s'est vendu à peu près 650 à 700 000 exemplaires de mon livre Longue Marche. Je suis traduit dans une dizaine de langues, un peu plus, sans doute maintenant je compte plus. Les deux dernières traductions, c'est aux États-Unis, qui ne traduisent pratiquement jamais des récits de voyage européens. Là, je suis traduit dans une édition de luxe aux États-Unis. Et je suis même traduit en chinois. J'ai été traduit avant en chinois le chinois républicain, et je suis maintenant traduit dans l'autre chinois, dans le chinois de Xi Jinping. Et donc, je croule sous le fric. Parce que c'est fabuleux, un livre qui marche. Vous gagnez un livre en première édition, hein, se vend 20-25 €. Et vous avez 10% ou 15%, selon le nombre. Ça veut dire que vous touchez 5, 6, 7 € par exemplaire. Et donc, c'est un jackpot qui ne s'arrête pas. Quand j'ouvre un journal et que je vois Longue Marche en première meilleure vente du mois, je me dis, bon, ça va, quoi. Et du coup, c'est une expression pas très jolie, hein, du coup, mais du coup, je peux reprendre le projet de Seuil. Dimitri me donne un bon coup de main. Il vient nous aider à former les premiers accompagnants, les jeunes qui vont partir, des adultes qui vont partir avec des jeunes. Et bon an, mal an, à force d'insistance, on réussit à amener un, deux, puis 3, puis 4, puis 5 jeunes. Et un jour, le directeur qui m'avait demandé si c'était mon métier, pour l'éviter, comme il est à Rouen, je décide de déplacer le Seuil, le siège social, à Paris. Et ma manque de peau, il est nommé directeur de Paris. Et il me poursuit de trucs. Et je reçois une lettre de Madame Rachida Dati, qui à l'époque était ministre de la Justice. Et donc, la personne qui est la patronne des juges, et ce sont les juges qui me confiaient des jeunes, me dit, voilà monsieur, Seuil n'est plus autorisé
a emmené des jeunes et j'ai informé tous les services. Putain, c'est un vendredi. Le soir, j'envoie une dépêche à l'AFP en disant « Madame Dati, qui prétend qu'elle sera sans concession avec les voyous, mais qu'il y aura des alternatives à l'incarcération, interdit Seuil, qui est la seule association qui, en France, pratique l'alternative à l'incarcération. » Conférence de presse mardi prochain. Là, je suis dans mon domaine. Hein. Le samedi, le lendemain, je vais au cinéma, je reçois un coup de fil sur mon portable. Le directeur de la PJJ, le nouveau directeur, mais le collaborateur du ministre, et qui me dit « Monsieur Olivier, qu'est-ce qui se passe? On est fâchés. » Je dis « Écoutez, on va arrêter le cinéma. J'ai reçu une lettre de Madame Dati et que vous avez sans doute écrite vous-même et que vous avez mis à sa signature. Seuil n'existe pas, donc il faut que ce soit expliqué sur la place publique. Donc je fais cette conférence de presse mardi prochain. Non mais attendez, ça peut s'arranger. Venez dans mon bureau lundi matin et on arrange tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur Olivier? Je veux faire des marches en solo. Je pense qu'une marche avec deux jeunes, c'est plein de problèmes. Il reste deux jeunes qui s'appuient l'un sur l'autre ou qui se liguent contre l'accompagnant ou l'accompagnante, et donc ça ne peut pas marcher. Je veux faire des marches, un jeune, un adulte. Accordé. Très bien. Je rentre chez moi, mission accomplie, et puis j'attends les candidatures. Il se passe 1 an pendant lequel nous n'avons pas une seule candidature. Et puis un jour, j'ai un coup de fil d'une éducatrice qui appelle de Sète, dans le sud de la France, et qui dit « Je viens de découvrir Seuil, c'est un projet formidable, j'en ai parlé à un jeune, il est d'accord pour partir, quand est-ce qu'on peut partir ?» J'ai dit « Écoutez, il faut 3 jours pour remplir la convention avec le ministère, et dans 5 jours, il part. » Elle rappelle le lendemain en disant « Excusez-moi, je n'avais pas lu la circulaire du patron. » Je dis « Vous pouvez me l'envoyer ?» Oui. La circulaire du patron, c'était « Interdiction absolue de confier des jeunes à l'association Seuil. » Je rappelle le directeur. Je lui dis « Monsieur le directeur, on repart pour un tour. » La conférence, je la fais. « Non, non, monsieur Olivier, je vous assure que là, cette fois, c'est terminé. J'apprends que Rachida Dati est blême à l'idée d'avoir à se défendre d'un truc pareil. » Et donc, on peut reprendre les marches. Et, coup de bol, je suis bourré de pognon. Mes livres me rapportent une fortune. Mes enfants n'en ont pas besoin, moi non plus. Et donc, je trouve, j'achète du matériel informatique, je loue des bureaux dans Paris, je trouve des gens qui font des voyages auprès des jeunes dans les prisons pour voir s'il y a des candidats, et on peut faire les premières marches. Et on fait des marches jusqu'à 2010-2012. Et puis, on a l'argent du ministère, mais qui gratouille par tous les moyens. Hein. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais une journée d'un jeune
dans un centre éducatif fermé en France. Une journée coûte 700 €. Multiplié par 30, vous aurez le prix que coûte un jeune qui est incarcéré. Comme en plus il se trouve avec d'autres jeunes qui lui démontrent que c'est un nul et qu'il peut faire beaucoup mieux, quand il ressort, il y a 70 à 80% de récidive dès les premiers mois de sortie. Avec Seuil, on nous donne 300 € par jour. Et nous avons 80% de réussite. Les jeunes qui rentrent ont tout compris. Ils ont trouvé l'estime de soi qui manque à tous ces jeunes. Ils sont devenus délinquants parce qu'ils se considèrent comme des nuls, comme des rejetés de la société. Les choses s'arrangent tellement bien que le ministère, et c'est plus Madame Dati, le ministère de la Justice me décerne la distinction la plus haute en France, la Légion d'honneur. Et actuellement, nous pouvons organiser, des derniers mois, nous avons organisé des marches pour 35 à 40 jeunes qu'on va chercher en prison, qui font la marche et qui, en retour, sont complètement différents. Les parents eux-mêmes les reconnaissent plus. Ils sont devenus fiers de leur parcours. Et fiers de leur parcours à pied, pas de leur parcours de délinquants. Parce qu'avant, ils étaient fiers. Moi, je me suis payé 3 petites vieilles qui sortaient du poste pour toucher sa retraite. Je vis comme un pacha. Mais ça mène pas loin. Et ça mène en prison. Alors qu'en là, on a des garçons, des filles, on a même des musulmanes qui se sont des jeunes qui se sont convertis à l'islam et qui qu'on fait marcher et qui ont un comportement complètement changé. Et donc Seuil est ma grande fierté. Entre deux marches, comme je m'ennuyais, j'ai décidé de descendre la Loire en canoë. D'abord à pied, puis ensuite en canoë. J'ai jamais vu de canoë. Les 10 premières minutes, je suis sur le canoë. Les 10 minutes suivantes, je suis dessous. Mais finalement, je fais un voyage formidable. Je descends la Loire depuis le mont Gerbier de Jonc jusqu'à Nantes. Et un soir, à la hauteur de Chaumont-sur-Loire, je m'arrête parce que, avant de partir, j'ai envoyé à mon copain Sylvain Tession, qui passera bientôt vous voir, un petit mot en disant je vais descendre la Loire, je vais sans doute me faire chier parce que tout seul sur un canoë, il n'y a pas de conversation. J'aimerais savoir s'il y a des gens, et donc j'envoie cette circulaire à tous mes contacts, s'il y a des copains ou des copains de copains qui habitent au bord de la Loire et avec qui je pourrais bavarder le long du chemin. Et une cousine de Sylvain Tesson m'adresse... alors, je reçois 56 invitations avant de partir. Si bien que tous les soirs, je trouve des gens. Et la cousine de Sylvain m'envoie à une de ses copines, et la copine envoie à une certaine Bénédicte Flattet, qui est quelque part ici. Et avec qui j'ai un contact fort et prolongé, puisque ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et c'est une femme formidable.
elle m'a fait oublier Danielle, qui est morte dans des conditions dramatiques, et qui était une autre femme. Vous connaissez beaucoup de gens qui rencontrent une femme extraordinaire au début de sa vie et à la fin de sa vie. Alors, entre-temps, c'est passé. Hein. Des femmes, voilà. Il se trouve que j'ai un physique plutôt avenant. Et donc, j'ai collecté beaucoup, mais aucun... Et c'est en rencontrant Bénédicte que j'ai compris que ma recherche était terminée. Et donc, j'ai décidé donc de la garder. Et elle est d'accord. Elle est d'accord. Je pourrais lui demander après. Et il se trouve que en sortant de la... Alors, entre-temps, j'ai à nouveau trompé la mort. En 74, je crois, 73, 74. Cancer du poumon. C'est le plus mortel. On m'enlève le poumon. J'en ai plus qu'un. Ce qui rend les choses pas faciles pour la marche, surtout dans les côtes. Mais finalement, je m'en sors. Et pour m'occuper, j'ai lu un mec qui s'appelle Pablo Servigne et qui raconte que mon petit-fils qui a 8 ans, j'en ai qu'un, n'ira sans doute pas au bout de sa vie parce que nous sommes lancés dans un projet absolument horrible qui est en quelque sorte qu'on résume par la fin du monde, mais abusivement, mais où la vie va devenir de plus en plus difficile, avec des températures terribles, avec une avancée du désert qui va faire que nous allons devoir accueillir des milliers et des millions de gens qui seront chassés par la soif et par le désert. Et donc j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle AIR, A-I-R-E. Ça veut dire de l'air pur dans une aire, un endroit. Et le réchauffement climatique est irréversible. On ne pourra pas l'arrêter. Il y a un phénomène qui s'appelle très complexe, qui s'appelle les boucles, qui fait que plus il fait chaud, plus la chaleur monte, et on commence à avoir des problèmes d'eau. On n'a pas fini. Et je suis désolé de bousiller votre soirée avec ça, mais pour nous, on va s'en sortir, je crois, une bonne partie des gens, mais les jeunes dames que je vois au premier rang, là, ils vont en prendre plein la gueule, quoi. Et donc, il va falloir se battre sur ce plan-là. Et donc, j'ai créé une association, donc AIR. Nous avons fait des marches pour le climat en Bretagne qui n'ont pas marché, si j'ose dire. C'est-à-dire que les gens se disaient « Ah, une marche, je vais me balader, c'est les vacances ». Je n'ai pas réussi à sensibiliser les gens. Donc, je suis en train de finir un livre qui devra paraître sans doute au milieu de cette année et qui raconte un petit peu comment on peut essayer, sinon de s'en sortir, du moins de limiter les frais. La solution, ça va être de créer des villages, des petits groupes de personnes, de 100 à 150 personnes, 200 au maximum, qui vont créer les conditions de survie, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi boire et de quoi communiquer.
Et ce projet-là, pourrait consister à créer un village, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Le phénomène est commencé en Allemagne. Il y a 4 groupes de gens qui comptent entre 110 et 150 personnes et qui sont autonomes. Parce que le jour où il y aura ce qu'on appelle le collapse ou l'effondrement, il n'y aura plus rien. La société qu'on a construite est tellement fragile qu'il suffit qu'il tombe un domino et tous les dominos se cassent la gueule. Et donc, il va y avoir une période très, très, très difficile qui va s'ouvrir. Pour le moment, tout le monde, au niveau des responsables politiques, mais la PDL, on n'en parle pas. Quand on ne parle pas des problèmes, on n'a pas de problème. Sauf que là, c'est en train de mûrir et que ça va nous exploser à la figure. Voilà, j'ai terminé.